Ça y est, j'ai 30 ans. Fini la vingtaine, l'insouciance et les tarifs jeunes. Maintenant, avec mes amis, dès qu'on se fait un thé, qu'on préfère regarder un film plutôt que sortir, ou qu'on se dit réagir de manière super mature à nos petites histoires du quotidien, on rigole. Ça y est, c'est la trentaine. On rigole, mais n'empêche que j'ai une amie qui a trouvé son premier cheveu blanc le jour de ses 30 ans, et une autre qui a vu des pubs de couches pour adultes passer sur son Insta. J'ai plutôt bien vécu le jour de mes 30 ans. Le fait d'avoir été bien entourée par mes amis a aidé, j'avoue. Je suis contente d'arriver dans cette nouvelle étape de vie. Mais il faut dire que ça me fait quand même pas rien. Vieillir, je ne peux pas l'empêcher. Le temps passe, tout simplement. Tout ce que je souhaite, moi, c'est bien vieillir. Mais ça veut dire quoi, bien vieillir ? Vous écoutez l'Uniscope, le podcast du campus de l'Université de Lausanne. La vision du vieillissement que j'avais de mes grands-parents avant de commencer l'université, ça n'a rien à voir avec ce que je pense maintenant du vieillissement. Lui, c'est Paolo Martinelli. Il travaille à l'Université de Lausanne sur le vieillissement réussi. Il a fait son travail de master avec la professeure Daniela Yop et la docteure Angélique Roquet. Aujourd'hui, il fait un doctorat au Centre de recherche en psychologie de la santé, du vieillissement et du sport. Il me raconte que ses recherches ont changé sa manière d'interagir avec sa grand-mère. Avant de commencer mes études, j'étais beaucoup plus centré sur rappeler à ma mamie que c'est bien d'aller se promener et puis l'appeler pour qu'elle ait des contacts sociaux. Mais, enfin, ça, je le fais toujours, mais maintenant, c'est une perspective plus large, plus... j'ai envie de dire respectueuse des parcours de tout un chacun. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, les progrès de la médecine et la baisse du taux de natalité, on entend souvent parler du vieillissement de la population. En Suisse, l'espérance de vie a bien augmenté. Elle a même doublé entre la fin du 19e siècle et aujourd'hui. Un phénomène qu'on appelle un vieillissement par le haut. Et en parallèle, il y a aussi un vieillissement par le bas, car le taux de fécondité diminue. Tandis qu'au début du XXe siècle, chaque Suissesse avait en moyenne 3,7 enfants, elle en a aujourd'hui 1,4. Au niveau mondial, ce n'est pas près de s'arrêter. Déjà, à partir des années 50, on s'est rendu compte du fort vieillissement démographique dans des pays occidentaux, en Europe, aux États-Unis, etc. Tandis que le vieillissement dans des pays du sud du monde, à moyen et faible revenu, se passe plutôt récemment. Donc, à partir des années 2000-2010, on s'est rendu compte que là aussi, la population commençait à vieillir énormément avec une forte hausse de l'espérance de vie. Et on sait aussi que, par rapport aux données de l'OMS, qu'en 2050, à peu près 80% des personnes âgées, retraitées, vivront dans des pays à moyen et faible revenu, donc plutôt dans le sud du monde. Et puisqu'on vieillit, tout le monde essaye de réussir son vieillissement, ce qui a créé un nouveau champ d'études scientifiques. L'idée de l'étude du vieillissement réussi, c'est de comprendre comment est-ce qu'on ajoute de la vie aux années qu'on gagne progressivement. Mais aussi, en fait, c'est une thématique d'étude qui nous permet de remettre en question un peu nos modes de vie et nos morales dans les sociétés occidentales pour comprendre un peu comment est-ce qu'on fait pour bien vieillir. On a besoin des autres. C'est donc à partir des années 1950 qu'on s'est rendu compte en Europe que la population vieillissait. Rapidement, des scientifiques ont commencé à mener des recherches pour savoir comment réussir son vieillissement. Les premières théories sur le sujet datent donc de cette époque. En 1971, le documentaire Vie et métier diffuse un épisode sous le titre « Vers un apprentissage du troisième âge ». Disponible dans les archives de la RTS, un homme donne des conseils. On peut dire que, d'une part, la mentalité, l'état d'esprit, la curiosité, la générosité, la jeunesse, maintenir la jeunesse. La jeunesse est ouverte à beaucoup d'intérêts. Par conséquent, il faut maintenir son esprit jeune. D'autre part, j'ai souligné les dangers des toxiques. Et puis, j'ai dit combien la sédentarité était dangereuse. L'exercice régulier, non pas la performance, mais l'exercice régulier, qui nous permet de maintenir un état physique qui soit dans une bonne forme.
Paolo Martinelli a étudié la vision qu'on avait sur le vieillissement à cette époque. Il y avait eu par exemple au début des modèles qui considéraient le vieillissement réussi comme universel. Et dans ce courant, on avait par exemple deux modèles qui se faisaient un peu la guerre entre une théorie sur le désengagement qui pensait que le vieillissement réussi était un phénomène nécessitant le fait de se désengager de ses activités sociales pour se refocaliser sur soi-même dans les dernières phases de la vie. Et une autre théorie qui postulait, donc une théorie de l'activité, qui postulait que pour bien vieillir, il fallait maintenir le même niveau d'activité entre la vie active et puis la vie des retraités. C'est des modèles qui ont été fortement critiqués et puis il y a des aspects positifs à retenir de ces modèles, notamment le fait qu'elles ont lancé l'étude sur le vieillissement réussi, mais après, surtout dans des courants sociologiques, ça a été fortement remis en question. Remettre en question, c'est ce qu'a fait le doctorant dans une première étude. Il a analysé les théories sur le vieillissement réussi qui existaient à l'époque, ainsi que celles qui existent aujourd'hui. Il a fait une étude sur des études. On a étudié les études qui existaient sur le vieillissement réussi, donc des études empiriques, et puis on a utilisé un modèle qui a été fait par le professeur Dario Spini, où il met en dialogue différents niveaux d'analyse d'un certain phénomène, micro-social, donc centré sur l'individu, méso, donc le contexte et les relations, et puis macro, les institutions, l'histoire et les normes. Et en fait, dans cette étude, on a vu que malgré l'importance du contexte durant le vieillissement et des institutions, les études, elles se sont quasi systématiquement focalisées uniquement sur des comportements, sur des ressources individuelles, sur des relations sociales proches de la personne, ce qui pose problème justement pour le vieillissement dans certains pays qui ont un vieillissement démographique émergent, parce que ça limite notre possibilité, notre capacité de considérer l'influence du contexte, de la culture, de la société sur le bien vieillir. La mentalité, l'état d'esprit, la curiosité, la générosité. J'ai souligné les dangers des toxiques. Maintenir la jeunesse, la sédentarité, l'exercice régulier. Il faut faire ça, éviter ça. Dans les modèles scientifiques depuis les années 1950, on se concentre sur ce qu'on peut faire en tant qu'individu pour bien vieillir. Aujourd'hui, c'est encore largement le cas. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en considération le contexte, pourtant primordial dans notre vision du vieillissement ? Je pense que ça découle d'une perspective de recherche qui reste quand même dominante en psychologie et un peu en sociologie en Occident, en Europe, aux États-Unis, où l'individu est l'unité d'analyse. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux processus propres à l'individu et même on rend des processus sociaux, comme le vieillissement réussi, des phénomènes individuels. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ce qui n'est pas suffisant non plus. Selon si on vit au Canada, au Bangladesh ou en Suisse, il se pourrait donc que l'on réussisse notre vieillesse différemment. Que nos normes, nos valeurs, ce que l'on met en avant pour pouvoir affirmer bien vieillir, varient en fonction de notre situation. Paolo Martinelli a voulu tester cette hypothèse. Il s'est plongé dans les différents regards que diverses populations ont sur l'idée de bien vieillir. L'idée derrière tout ça, c'était à la fois d'identifier les facteurs que ces personnes mettaient en évidence, mais au-delà de ça, de mettre en évidence les similarités et les différences entre les perspectives issues de ces différents pays pour voir à quel point la culture, ça contribue, à quel point la structure sociale contribue, à comment une personne considère qu'il faut bien vieillir. Pour mener son étude, il a fait passer un questionnaire à plus de 600 personnes dans 3 pays différents. La Suisse, le Maroc et le Togo. La collecte des données, ça se passait par entretien, mais l'entretien, il était basé sur un questionnaire. On demandait aux personnes de nous dire qu'est-ce que le vieillissement réussi selon vous, ou bien qu'est-ce que bien vieillir selon vous. Et puis, en fait, une autre question très importante, parce qu'en fait, les groupes d'âge sont pas les mêmes. Donc, on ne considère pas les personnes âgées comme ayant le même âge dans chacun des 3 pays. Et du coup, on a demandé aux personnes de nous dire, selon elles, à quel âge on était, entre guillemets, vieux. Ça nous a permis donc de créer des classes d'âge sur la base de ces réponses, où en Suisse, on a gardé l'âge de la retraite, plutôt une décision institutionnelle. Et puis au Maroc, on a considéré 60 ans comme une personne âgée, et puis 52 ans au Togo comme une personne âgée. Il a commencé par passer des entretiens en Suisse, avant de partir pour le Maroc, où il a bénéficié d'un partenariat avec l'École supérieure de psychologie de Casablanca. Au Togo, il avait des connaissances locales qui lui ont permis de trouver les participants et participantes pour son étude.
Au Maroc, on s'est beaucoup appuyé sur des personnes de l'université qui nous aidaient à créer des contacts avec des potentiels participants et qui nous aidaient à passer les entretiens, notamment pour les traductions en arabe. Tandis qu'au Togo, ça fluctuait davantage, c'est-à-dire qu'on se déplaçait de village en village dans différentes régions et il y avait une composante différente qu'au Maroc, c'est-à-dire que quand on rentrait dans le village, il fallait avoir un entretien avec le chef du village pour expliquer qu'est-ce qu'on était venu faire et pour avoir son feu vert pour aller dans le village demander aux personnes de participer. La journée type n'était pas limitée à certaines heures, mais il fallait à peu près toujours être disponible pour un entretien. Donc parfois on avait des entretiens après un dîner à 23 heures, parfois on avait des entretiens très tôt le matin à 6 heures du matin, donc ça variait beaucoup. Une fois les entretiens menés dans les 3 pays, il a analysé les données. Il a fait ce qu'on appelle une hiérarchisation par cluster, c'est-à-dire une manière de regrouper les réponses en fonction de leur similarité. L'analyse qui se fait par logiciel, on leur a donné l'ensemble du corpus textuel, pas divisé par pays, donc comme si on avait recueilli toutes les données dans un même endroit. Et puis, dans ce grand groupe de textes, l'analyse, elle permet d'identifier la structure. Comment est-ce que ces données s'organisent entre elles en fonction de leur fréquence et de leur co-occurrence. Et de cette manière-là, ça va nous créer des classes, des clusters, qui sont finalement des thématiques qui sont présentes dans la structure et qui composent la structure d'un récit, d'une perspective ou bien d'une représentation d'un certain phénomène, ici le vieillissement réussi. On doit trouver à peu près des catégories qui ont le même poids, donc qui représentent le même pourcentage dans l'ensemble du groupe textuel, et puis on a trouvé 5 catégories qui répondaient à ces critères-là sur la base de l'ensemble des récits qu'on a recueillis. Parmi tous les témoignages, il y avait donc 5 catégories de réponses données. Et elles étaient liées au pays de provenance des participants et participantes. La perception du vieillissement réussi était donc culturelle. Des témoignages représentatifs de chaque type de réponse sont lus par des acteurs et actrices. Chez les Suisses, il a trouvé 3 différents types de réponses données à la question « Qu'est-ce que signifie pour vous bien vieillir ?» Le premier type de réponse n'a été trouvé ni au Maroc ni au Togo, mais seulement en Suisse. Bien vieillir, c'est vieillir sans s'en rendre compte. Cultiver ses passions et faire des choses que l'on n'avait pas le temps de faire auparavant. Et pour y parvenir, il est bon d'avoir une certaine tranquillité d'esprit. Cette thématique qu'on a nommée processus idéal du vieillissement, elle regroupait les récits qui font penser un peu au rêve du vieillissement. C'est-à-dire... moi, parfois, j'aimerais bien être à la retraite certains jours. Et puis, c'est comme ça que j'imagine ma retraite ici en Suisse. C'est-à-dire qu'on a notre temps libre, on peut voyager, on peut faire les activités qu'on veut, on rencontre les personnes qu'on veut, on a les moyens pour faire ce qu'on souhaite. C'est vraiment un peu la vision utopique ou un peu privilégiée du vieillissement. C'est une vision typiquement suisse et typiquement individuelle où le récit a trait à quelque chose que moi, je veux faire et pas quelque chose que je veux partager ou j'ai besoin des autres ou je me repose sur les relations que j'ai. Il a ensuite trouvé 2 autres types de réponses qui se retrouvaient à la fois en Suisse et au Maroc. Il a nommé le premier la santé proactive. Bien vieillir requiert évidemment de rester en bonne santé physique et mentale et continuer à entretenir des relations humaines. Cette thématique des santé proactives, c'est une thématique qu'on a trouvée en Suisse et au Maroc aussi. Ici, les personnes, dans leur récit, nous disaient que pour bien vieillir, il faut maintenir des comportements et des pratiques saines quand on est déjà âgé. L'idée, ce n'est pas de préparer sa santé, mais c'est de la maintenir une fois qu'on est à la retraite. L'autre type de perception de vieillissement réussi, uniquement trouvé en Suisse et au Maroc de nouveau, concerne les affects positifs, ou l'expérience positive liée au vieillissement. Ce qui favorise un vieillissement réussi, c'est être entouré de personnes avec lesquelles on partage l'amour. Pour bien vieillir, il faut être heureux de la vie que l'on a menée, avec ses aspects positifs et négatifs, sans aucun regret. C'est une thématique qu'on a en effet trouvée au Maroc et puis en Suisse, mais de 2 manières un peu différentes. C'est-à-dire qu'en Suisse, ça concernait vraiment la manière dont on se sent soi-même, donc d'être heureux, de partager des bons moments avec quelqu'un, d'être épanoui, alors qu'au
au Maroc, il y avait toujours cette composante, mais il y avait aussi un aspect spirituel. C'est-à-dire, c'est sentir proche des dieux, c'est sentir spirituellement élevé. Et puis, c'était tout un ensemble des perceptions et des sentiments qui étaient considérés comme nécessaires pour bien vieillir, pour être heureux pendant son vieillissement. Au Togo, il a trouvé 2 autres types de réponses, qui ne se trouvaient ni en Suisse ni au Maroc. Il a nommé le premier le support circulaire. Les enfants qui ont reçu une bonne éducation et qui soutiennent les personnes âgées contribuent à un vieillissement réussi. C'est une thématique qu'on a vue après coup être très spécifique des récits togolais. Et l'idée dans cette thématique, c'est que pour bien vieillir, il faut se préparer tout au long de sa vie en donnant du soutien à sa famille, à son village, à sa communauté, à ses enfants. Et ça peut passer par des bonnes actions morales, mais aussi par l'éducation des enfants. Et ce soutien qu'on va fournir va nous permettre par la suite, par une dynamique de réciprocité, d'être soutenus une fois qu'on sera à la retraite ou bien qu'on sera plus âgé pour recevoir du soutien en retour. Et la dernière catégorie de réponses, aussi trouvée uniquement au Togo, est l'anticipation et la préparation. Pour bien vieillir, il faut travailler dur quand on est jeune, construire des maisons et les louer pour économiser et être à l'aise financièrement quand on est vieux. Pour bien vieillir, il ne faut pas manger de produits chimiques, mais manger bio. Donc la thématique anticipation et préparation, une thématique spécifique au Togo, elle voit le vieillissement réussi comme un processus qui se déroule tout au long de la vie et qui est un processus d'épargne au cours de notre vieillissement et aussi un processus des préparations de santé où on maintient des bonnes conditions de santé pour ne pas avoir trop d'enjeux et des maladies par la suite. Il y a donc de nombreuses façons de réussir son vieillissement. Que l'on soit né en Suisse, au Maroc ou au Togo, on n'y arrive pas de la même manière. Dans ce travail, l'équipe de recherche a choisi ces 3 pays car ils correspondent à un taux d'industrialisation différent, selon des indicateurs des Nations Unies. La Suisse est considérée comme une économie industrielle à revenus élevés. Le Maroc comme une économie en industrialisation à revenus intermédiaires et le Togo comme une économie à faible revenu. La raison pour laquelle on a considéré l'industrialisation, c'est que, selon certaines théories, dans le processus d'industrialisation, il y a des mécanismes, des dynamiques sociales et culturelles qui se mettent en place, où les progressions sociales et sociétales, qui soient par exemple dans des systèmes de retraite, dans des systèmes de santé, etc., vont dialoguer avec des normes et des valeurs culturelles. Et puis, c'est quelque chose qu'on voit tout à fait dans nos résultats, où, par exemple, au Togo, il y a des enjeux au niveau des institutions, qui soient des institutions de vieillissement, des retraites, ou bien des santé. Et il y a des normes culturelles qui se mettent en place, familiales, religieuses, qui permettent de compenser cela, alors qu'avec la progression de l'industrialisation, on voit qu'il y a une progression dans certaines institutions et ressources sociales, où en fait, ça va porter à avoir une moindre saillance de certaines valeurs culturelles, par exemple religieuses, avec le processus de sécularisation. Et ça, on le voit très bien au Maroc, où il y a encore des valeurs religieuses qui sont très très présentes, mais la perspective du vieillissement devient de plus en plus individualisée, comme en Suisse, où le vieillissement réussi est fondamentalement considéré comme un processus individuel. La conclusion à retenir ici, c'est qu'il est nécessaire, même quand notre unité d'analyse, c'est l'individu et ce qu'il pense, il est nécessaire de considérer le contexte dans lequel il se situe. Et puis, c'est quelque chose qui doit être tenu en considération quand on va étudier le vieillissement réussi dans d'autres pays qui ont un vieillissement démographique émergent. On ne peut pas juste s'intéresser aux ressources de la personne, mais on doit s'intéresser au système des valeurs culturelles et sociales au sein duquel cette personne s'inscrit. Donc l'idée, ce n'est pas de faire comme un autre pays, c'est ni de transposer les politiques de vieillissement suisses à des pays comme le Maroc et le Togo, ni l'inverse. Mais par contre, on a des éléments à tirer pour chacun. Et justement, avec la population vieillissante suisse qui inclut une large proportion des personnes issues de la migration, on peut voir l'importance du soutien collectif et du partage social pour certaines communautés. Et du coup, ça permettrait aussi d'envisager un soutien davantage étatique ou cantonal à des associations qui œuvrent auprès de ces populations. Pour savoir dans quelle direction diriger ce soutien, il travaille aujourd'hui pour son doctorat sur l'expérience des personnes âgées issues de la migration dans le système de soins en Suisse.
30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 70, le temps passe. Et la façon de le considérer ne dépend pas seulement de ce que l'on fait, comme le recommandaient les théories des années 50 qui ont encore leur influence aujourd'hui en Occident. À ce que l'on fait s'ajoutent les normes, les valeurs, le contexte qui nous entoure, et que l'on oublie, à force d'être entouré par des personnes qui les partagent. La vie est continuité. Disait le même homme qu'on entendait donner des recommandations en 1971. Et il est absolument artificiel et anormal que brusquement, à 65 ans ou à 70 ans, quelqu'un n'ait plus rien à faire pour occuper sa vie. Et que du jour au lendemain, il soit soumis à l'inaction et éventuellement aussi au découragement et à l'ennui. En somme, le grand problème de la retraite, c'est d'éviter l'ennui. Peut-être peut-on élargir cette perspective centrée sur la responsabilité de l'individu au profit d'une vision plus ouverte. En fait, l'idée de ces études, c'est de donner une perspective sur le vieillissement qui est, dans une certaine mesure, en rupture avec les perspectives majoritaires ici, donc des productions, des perspectives néo-capitalistes qui poussent vers la performativité. Et puis du coup, une fois qu'on vieillit, on n'est plus dans ce système, mais on reste seul. Et en fait, la mise en dialogue avec d'autres contextes permet aussi de voir que le vieillissement et puis le fait de bien vieillir passe parfois majoritairement par les autres, par comment on a grandi dans un système culturel, mais aussi toutes les relations qu'on a entretenues pendant longtemps avec notre communauté, puis notre famille, nos amis, etc. Et en fait, ça permet aussi de remettre en question la manière dans laquelle on pense le vieillissement et le vieillissement réussi en Suisse. Je disais avant, en fait, on a maintenant un quart des retraités qui ne sont pas nés en Suisse. Donc, qui potentiellement ont un autre système de valeurs que le système occidental. Et du coup, ça fait que en fait, il est nécessaire d'adopter une perspective plus ouverte sur le vieillissement et sur le vieillissement réussi qui ne soit pas uniquement centrée sur l'individu. C'est un peu ça la leçon que je retiens de ça. Et puis, c'est aussi le fait d'arrêter de responsabiliser ou de culpabiliser les personnes qui n'arrivent pas à bien vieillir ou qui ne veulent pas vieillir. On est vraiment en rupture avec les premiers modèles sur le vieillissement réussi, comme je disais, les modèles universels où tout le monde doit vieillir de la même manière. On a des milliers de parcours différents et des milliers de parcours qui s'intersèquent avec des normes et des fonctionnements sociaux où les personnes, parfois, ont des ressources pour bien vieillir toutes seules et parfois, elles ne les ont pas. Donc, c'est vraiment nécessaire de comprendre comment soutenir ces types de vieillissements-là. J'entends encore résonner ce qu'avait dit cet homme en 1971. La curiosité, la générosité, la jeunesse. Maintenir la jeunesse. La jeunesse est ouverte à beaucoup d'intérêts. Par conséquent, il faut maintenir son esprit jeune. Maintenir la jeunesse? Est-ce que c'est vraiment ça, vieillir? J'ai lu dans une des publications de Paolo Martinelli une phrase qui résonne avec cette idée. La conception industrielle du vieillissement réussi véhiculée s'inscrit dans une conception oxymorique du vieillissement réussi, selon laquelle bien vieillir implique ne pas vieillir du tout. Est-ce que c'est peut-être ça le problème ? C'est qu'on a l'impression, en Europe, que bien vieillir, c'est juste ne pas vieillir. Bon, alors déjà, je me suis donné la peine pour écrire de manière compliquée. On pourrait le dire plus facilement. En fait, l'idée derrière tout ça, en fait, c'était Torres, avec un collègue en 2009, qui avait parlé de cette vision oxymorique du vieillissement réussi. L'idée, c'est qu'en Occident, on considère surtout certaines théories et puis certaines perspectives du vieillissement réussi sont des perspectives qui ne sont pas propres au vieillissement. Enfin, le vieillissement, dans une bonne partie des cas, c'est des difficultés de santé, des difficultés économiques et des difficultés sociales. Et en fait, quand on lit certaines théories et quand on écoute certains récits, bien vieillir, ce n'est pas vieillir. Et puis, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans les récits en Suisse. Et c'est quelque chose aussi qu'on a pu remettre en question avec les récits du Maroc et du Togo, où en fait, le vieillissement était valorisé. Parce que, par exemple, des problèmes de santé ou des enjeux économiques étaient à la fois, bien sûr, des problèmes, mais aussi des occasions d'être soutenus. Et du coup, c'est une partie intégrante du vieillissement et du vieillissement réussi. Et on accepte davantage ce processus au grand âge. Alors qu'en Suisse, ce qu'on a vu, c'est justement un peu cette vision oxymorique, où bien vieillir, c'est juste rester pareil sans le travail.
C'est vrai qu'on a un peu cette idée en Suisse. Mais en traversant les frontières, on remarque que ce n'est pas le cas dans toutes les cultures. En Occident, ce qui est parfois, voire souvent dévalorisé, c'est la perte d'autonomie et la perte des productivités. Pas productivité, des travails, mais juste le fait de faire quelque chose. Et dans cette perspective-là, dans une vision un peu plus occidentale, du moment où on n'arrive plus à produire une activité ou des relations ou des contacts, c'est dévalorisé. Alors que ce qu'on a vu au Togo, c'est qu'avec cette préparation à long terme tout au long de la vie, c'est normal de considérer que la personne âgée ne travaille plus, qu'elle est fatiguée, etc. Et puis c'est bien en fait, parce que ça veut dire que ça devient une personne sage. Et du coup qu'on peut la soutenir. C'est vraiment un peu deux visions très différentes liées un peu à l'autonomie et à la production que la personne a dans sa vie. Une production pas seulement liée au travail, mais aussi aux relations et aux activités. J'ai 30 ans, je ne retrouverai plus jamais ma vingtaine. Alors oui, je dois prendre soin de moi, faire du sport, manger des fruits, tout ça. Mais pas pour éviter de vieillir. En fait, j'ai peut-être qu'une seule chose à faire. Vieillir, justement. Vous venez d'écouter un épisode de l'Uniscope, un podcast de l'Université de Lausanne. Cet épisode a été conçu et monté par Marion Deveuvet. Un grand merci à Paolo Martinelli, chercheur à l'Institut de psychologie pour son expertise, mais aussi à Gaël Monéron et Robin Zimzak pour la lecture des témoignages. Tu penses que bien vieillir, c'est ne pas vieillir ? Non, il faut vieillir.